bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire de Camille et oncle Henri. Pour ceux qui ont suivi, récapitulons. Dans notre précédent épisode, nous avons expliqué comment, après avoir hérité du magasin d'antiquités de son oncle, Camille découvre une pièce cachée contenant de mystérieux artefacts et une carte liée au légendaire cœur de l'éternité. Guidée par les indices du journal de son oncle, elle se lance dans une quête mondiale pour récupérer d'anciens fragments liés à l'artefact. En chemin, elle fait face à des dangers, notamment un personnage cagoulé en Écosse et un monstrueux serpent de mer en Grèce. Chaque éclat la rapproche de la découverte de la vérité, mais attire également de sombres adversaires à la recherche du cœur. Alors que Camille déchiffre des énigmes énigmatiques et combat ses propres doutes, elle commence à comprendre la confiance de son oncle en ses capacités. Le voyage met son courage à l'épreuve, révélant que le cœur recèle à la fois un immense pouvoir et un péril. En voyage au Népal, elle se prépare à affronter les derniers secrets gardés par des moines énigmatiques. À chaque étape, Camille se rend compte que la mission consiste autant à se découvrir qu'à résoudre le mystère. Hantée par les questions de sacrifice et de but, elle décide de mener à bien sa quête. Finalement, Camille s'aventure dans l'inconnu, déterminée à honorer l'héritage de son oncle et à découvrir la vérité derrière le cœur de l'éternité. Maintenant, rejoignez-nous pour approfondir le récit et découvrir la suite pour Camille et oncle Henri. L'air devenait plus mince à mesure que je montais plus haut dans l'Himalaya, chaque respiration étant un rappel aigu de l'altitude et du poids de mon voyage. La carte m'avait conduit à un monastère isolé perché au bord d'une falaise, ses flèches dorées scintillant faiblement sous le soleil du matin. C'était ici, l'endroit où les moines gardaient le savoir auquel faisait allusion le journal de l'oncle Henri. Mon cœur battait à tout rompre d'anticipation et d'effroi. Qu'est-ce qui m'attendait à l'intérieur? Alors que je m'approchais des lourdes portes en bois, elles s'ouvrirent en grinçant avant que je puisse frapper, révélant un moine vêtu d'une robe cramoisie. Son regard perçant semblait me transpercer, comme s'il savait déjà pourquoi j'étais venu. Sans un mot, il m'a fait signe de le suivre à l'intérieur. Le monastère était serein mais imposant, ses murs ornés de peintures murales complexes représentant des batailles célestes entre la lumière et les ténèbres. Le moine m'a conduit dans une pièce remplie de parchemins et de textes anciens, dont les pages étaient fragiles avec le temps. Au centre de la pièce se trouvait une table ornée contenant 3 objets, un orbe de cristal, un poignard gravé de runes et un 3e éclat d'obsidienne, identique à ceux que je portais. « Vous cherchez des réponses », dit finalement le moine, sa voix calme mais autoritaire. « Mais êtes-vous prêt à ce qu'ils exigeront de vous ?» J'ai hésité, serrant fermement le sac contenant les éclats. « Je n'ai pas le choix », répondis-je. « Mon oncle m'a fait confiance pour ça. Je ne peux pas revenir en arrière maintenant. » Le moine hocha lentement la tête, puis attrapa l'orbe de cristal. Alors qu'il le tenait en l'air, des visions ont inondé mon esprit, des images de destruction, de chaos et de souffrance indicibles causées par ceux qui avaient brandi le cœur de l'éternité. Ce n'était pas seulement le pouvoir, c'était une force capable de démêler la réalité elle-même. Mais il y avait aussi des lueurs d'espoir, de personnes utilisant son énergie pour guérir, protéger et reconstruire. Le cœur n'est ni bon ni mauvais, expliqua le moine. Cela reflète les intentions de celui qui le détient. C'est pourquoi il doit rester incomplet, ou être confié seulement à quelqu'un dont l'esprit est pur. Ces paroles m'ont fait froid dans le dos. En étais-je vraiment digne, ou terminer le cœur entraînerait-il des conséquences que je ne pourrais pas contrôler? Avant que je puisse répondre, le sol trembla violemment à l'extérieur. Des cris résonnaient dans la montagne tandis que des silhouettes sombres émergeaient de la brume, des hommes armés d'armes et déterminés. Ils m'avaient trouvé. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont toujours fait. Prenez le tesson, insista le moine en le mettant dans mes mains. Et partez. Vous ne pouvez pas les laisser le réclamer. N'ayant pas le temps de discuter, j'obéis, glissant l'éclat dans mon sac aux côtés des autres. Le moine me tendit ensuite le poignard, l'expression sombre. Cela pourra vous aider le moment venu. Faites confiance à votre instinct, Camille. Votre oncle croyait en vous pour une raison. Alors que les envahisseurs franchissaient les portes, le moine restait sur place, chantant des prières qui semblaient résonner à travers les pierres mêmes du monastère. Je n'ai pas regardé en arrière pendant que je m'enfuyais, les larmes coulant sur mon visage, un autre sacrifice fait à cause de moi. La carte indiquait maintenant vers l'ouest, vers l'Égypte,
où le dernier fragment était enfoui sous les sables près du Grand Sphinx. Mais alors que je montais à bord d'un vol au départ de Katmandou, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que les enjeux dépassaient de loin tout ce que j'avais imaginé. Quels que soient ces hommes, ce n'étaient pas des voleurs ordinaires. Leur chef, une silhouette sombre que j'ai brièvement aperçue lors de mon évasion, dégageait une aura de menace qui me glaça jusqu'aux entrailles. Au Caire, j'ai cherché refuge sur un marché animé, me fondant dans la foule tout en étudiant la carte et le journal sous le couvert d'un café bondé. D'après les écrits, le Sphinx cachait un passage secret accessible uniquement lors de certains alignements des étoiles. En consultant un astronome local, j'ai appris que l'alignement se produirait en quelques jours, une fenêtre d'opportunité étroite. Mais le danger était plus proche que jamais. Cette nuit-là, alors que je rentrais à mon hôtel, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait. En m'enfonçant dans une ruelle, je me suis appuyé contre le mur, serrant le poignard que le moine m'avait donné. Lorsque la silhouette est apparue, j'ai agi rapidement, me précipitant en avant et pressant la lame contre sa gorge. À ma grande surprise, la personne a levé la main en signe de reddition. « Attends, je ne suis pas là pour te faire du mal. J'essaie de t'aider. » C'était une femme, au visage pâle mais résolu. Elle s'est présentée comme étant Dr Elodie Vaillant, un archéologue qui traquait le cœur de l'éternité depuis des années. Selon elle, elle avait travaillé avec l'oncle Henri avant sa mort, reconstituant des fragments de son histoire. Ses recherches l'avaient amenée à croire que réunir les fragments pouvait soit sauver le monde, soit le condamner. « Comment puis-je savoir que je peux te faire confiance ?» ai-je demandé, abaissant légèrement le poignard mais le gardant prêt. « Ce n'est pas le cas, a-t-elle admis. Mais si nous travaillons ensemble, nous pourrons peut-être garantir que ce cœur ne tombe pas entre de mauvaises mains. » À contre-séhure, j'ai accepté de la laisser m'accompagner au Sphinx. Ensemble, nous avons parcouru des tunnels cachés sous l'ancien monument, déchiffrant les hiéroglyphes et résolvant les énigmes laissées par ceux qui protégeaient le cœur depuis des millénaires. Finalement, nous avons atteint une chambre baignée de clair de lune, où le dernier éclat reposait au sommet d'un piédestal, gravé d'avertissements dans toutes les langues connues. Alors que je l'attrapais, Elena m'attrapa le bras. « Réfléchissez bien, Camille. Une fois que vous aurez pris cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit, mais je savais ce que je devais faire. En enroulant mes doigts autour de l'éclat, j'ai ressenti une poussée d'énergie différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Les autres éclats dans mon sac pulsèrent en réponse, leur puissance combinée vibrant à travers moi comme un battement de cœur. Soudain, la chambre commença à s'effondrer, déclenchée par un mécanisme invisible. Nous avons couru pour sauver nos vies, nous échappant de peu alors que des tonnes de pierres bloquaient l'entrée derrière nous. En émergeant dans la nuit du désert, j'ai saisi le sac contenant les 4 fragments, sachant que le plus dur était encore à venir. Maintenant, le cœur presque terminé, je me trouvais face à la question ultime, dois-je terminer son assemblage et risquer de libérer tout son potentiel, ou le détruire à jamais, effaçant l'héritage que l'oncle Henri s'était si durement battu pour préserver? Le poids de la décision m'a pesé alors qu'Elena et moi retournions au Caire sous le couvert de l'obscurité. Le sac aux éclats me paraissait plus lourd que jamais, chaque pas me rappelant l'immense responsabilité que m'avait confiée l'oncle Henri. Détruire le cœur signifierait abandonner le voyage qu'il avait entrepris, un voyage qui avait coûté des vies, y compris la sienne. Mais le mener à bien pourrait libérer une force dépassant l'entendement, une force qui pourrait devenir incontrôlable. Elena rompit le silence alors que nous atteignions la périphérie de la ville. « Camille, tu dois réfléchir à ce qui est en jeu ici. Si ces hommes te trouvent avant que tu fasses ton choix, ils ne reculeront devant rien pour prendre les éclats. Et s'ils réussissent ?» Elle s'interrompit, son expression sombre. J'ai hoché la tête, mon esprit s'emballant. Mais comment puis-je savoir quel est le bon choix? Comment puis-je décider entre terminer quelque chose d'aussi puissant ou l'effacer complètement? Il faut se faire confiance, dit-elle fermement. Votre oncle croyait que vous étiez la clé pour une raison. Peut-être qu'il ne s'agit pas de choisir la destruction ou la création. C'est une question d'équilibre. Ces paroles sont restées dans mes pensées alors que nous trouvions refuge temporaire dans un entrepôt abandonné près du Nil. Là, j'ai étalé le journal, la carte et les fragments, les examinant sous la faible lumière d'une lanterne.
Les symboles gravés dans les éclats brillaient faiblement lorsqu'ils étaient placés ensemble, formant des motifs qui semblaient changer comme des êtres vivants. C'était comme si le cœur lui-même essayait de communiquer, me poussant vers l'achèvement. Mais ensuite, il y a eu les avertissements, des phrases griffonnées dans les marges du journal. Des récits de civilisation anéantis par ceux qui cherchaient à exercer le pouvoir du cœur. Même les moines de Napoléon avaient souligné le danger de se fier à une énergie aussi brute et indomptée. Pourrais-je vraiment supporter le fardeau de le contrôler? Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, des visions de feu et de ruines envahissaient mon esprit, les mêmes que celles que j'avais vues en touchant le premier tesson en Écosse. Mais cette fois, ils étaient plus clairs, plus vivants. Les villes s'effondrent, les cieux se brisent, les gens hurlent de terreur. Pourtant, au milieu du chaos, des éclairs d'espoir sont apparus. Les champs refleurissent après les sécheresses, les blessures guérissent instantanément, les familles réunies. La dualité du cœur était indéniable. Cela pourrait créer ou détruire, guérir ou dévaster. À l'aube, j'ai réalisé que je ne pouvais pas prendre cette décision seule. J'avais besoin de conseils, de quelqu'un qui comprenne les enjeux mieux que quiconque. Sortant le journal, je feuilletais une section vers la fin où l'oncle Henri avait écrit une note qui m'était directement adressée. Camille, si vous lisez ceci, cela signifie que vous êtes allé plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, plus courageuse que vous ne le pensez et plus sage que vous ne le croyez. N'oubliez pas que le cœur ne choisit pas son maître. Il reflète son âme. Faites-vous confiance et rappelez-vous pourquoi nous avons commencé ce voyage, non pas pour le pouvoir, mais pour la vérité. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je lisais ces mots encore et encore. Il ne m'avait pas laissé juste une quête. Il m'avait donné un objectif, découvrir la vérité, non pas par cupidité ou par gloire, mais pour protéger ce qui comptait le plus. Avec une détermination renouvelée, je me tournai vers Helena. Nous devons finir d'assembler le cœur, mais nous ne pouvons pas le faire ici. Nous avons besoin d'un endroit sûr, où personne ne nous trouvera. Elle hésita, puis hocha la tête. Il y a un endroit. Un vieux temple dans le désert, loin des regards indiscrets. Si nous avançons vite, nous pourrons peut-être garder une longueur d'avance sur eux. Nous avons emballé nos provisions et sommes partis dans l'étendue de sable aride, sous le soleil de plomb. Quelques heures plus tard, nous arrivés aux ruines d'un ancien temple, à moitié enfoui par le temps. Ces murs de pierre portaient des sculptures similaires à celles des tessons, suggérant qu'il s'agissait autrefois d'un sanctuaire pour le cœur. À l'intérieur, nous avons déblayé les débris jusqu'à trouver un autel circulaire, gravé des mêmes motifs de constellation que j'avais vus dans le journal. En plaçant les fragments sur l'autel, j'ai regardé alors qu'ils commençaient à s'aligner, attirés ensemble par une force invisible. Un bourdonnement sourd remplissait l'air, devenant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. La lumière jaillit des éclats, aveuglante par son intensité, et je me protégeais les yeux tandis que les morceaux fusionnaient en un seul orbe palpitant, le cœur de l'éternité. Pendant un instant, tout resta immobile. Puis l'orbe flotta vers le haut, planant au-dessus de l'autel. Sa surface scintillait de couleurs qui défiaient toute description, se déplaçant et tourbillonnant comme des galaxies entrant en collision. J'ai ressenti sa présence, non pas en tant qu'objet, mais en tant que conscience, ancienne et vaste. Ensuite, il a parlé, non pas avec des mots, mais avec des sentiments, des images et des émotions qui ont inondé mon esprit. Cela m'a montré un aperçu du passé, du présent et du futur potentiel de l'humanité, les guerres menées, l'amour partagé, la mort des planètes, la naissance des étoiles. Il m'a offert un choix, utiliser son pouvoir pour remodeler le monde, ou le relâcher dans le vide, coupant ainsi à jamais son lien avec ce plan. Mes mains tremblaient alors que je tendais la main, sentant la chaleur de l'orbe contre ma peau. C'était ça, le moment de vérité. Pourrais-je exploiter son énergie sans succomber à ses tentations, ou devrais-je la laisser partir, en m'assurant qu'elle ne puisse jamais être utilisée à mauvais escient? Avant que je puisse me décider, des cris résonnèrent à l'extérieur du temple. Les hommes qui me poursuivaient nous avaient trouvés. Leur chef s'avança, le visage tordu par la méchanceté. « Donnez-le-moi, grogna-t-il. Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. » Je jetai un coup d'œil à Helena, figée par la peur, puis à nouveau à l'orbe.
Sa lumière pulsait doucement, presque de manière rassurante, comme pour me pousser à agir. Prenant une profonde inspiration, j'ai fait mon choix. Je ne te laisserai pas l'utiliser, murmurai-je en enroulant mes doigts autour de l'orbe. En un instant, son énergie m'a envahi, remplissant chaque fibre de mon être. Le temple trembla violemment tandis que la lumière explosait vers l'extérieur, engloutissant tout sur son passage. Lorsque l'éclat s'est estompé, le cœur a disparu, tout comme les hommes. Tout ce qui restait était le silence, brisé seulement par le son de mon propre battement de cœur. Elena me regardait avec les yeux écarquillés. Qu'as-tu fait? J'ai regardé mes mains, qui picotaient encore de chaleur résiduelle. Je ne l'ai pas détruite, dis-je doucement. Je l'ai envoyée dans un endroit sûr, où personne ne peut l'atteindre, pas même moi. La voix de l'oncle Henri résonnait encore une fois dans mon esprit, faites confiance à votre instinct. Pour la première fois, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Le cœur n'était pas censé être contrôlé. C'était censé inspirer, et peut-être que c'était suffisant. Alors que nous nous éloignions du temple, laissant derrière nous les ruines et les secrets enfouis à l'intérieur, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Le voyage m'avait changé d'une manière que je ne pouvais pas encore pleinement comprendre, mais une chose était sûre, j'avais honoré l'héritage de l'oncle Henri et découvert une force que je ne soupçonnais pas posséder. Le désert s'étendait à l'infini devant nous alors qu'Elena et moi retournions vers la civilisation. Le poids du cœur ne pèse plus sur moi. Même s'il avait disparu, son absence me faisait penser à une présence, une douce assurance que j'avais fait le bon choix. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lumière dorée sur le sable, et pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de respirer profondément sans crainte. Elena rompit le silence en premier. Vous savez, dit-elle avec un petit sourire, peu de gens auraient pu gérer ce genre de pouvoir et s'en éloigner. Ce que vous avez fait, c'était courageux. Je secouai la tête, toujours en train de tout gérer. Ce n'était pas une question de courage. C'était une question de confiance, faire confiance à oncle Henri, avoir confiance en moi-même et avoir confiance qu'il vaut mieux laisser certaines choses intactes. Alors que nous atteignions la lisière du désert, une caravane de voyageurs apparut à l'horizon. Ils nous ont offert de l'eau et un abri pour la nuit, leur gentillesse me rappelant la bonté du monde, la même bonté à laquelle l'oncle Henri avait toujours cru. Assis autour de leur feu de camp, sous un ciel d'étoiles, j'ai réalisé à quel point j'avais grandi depuis que j'avais hérité de sa boutique. Ce qui avait commencé comme un fardeau était devenu un voyage de découverte de soi, un voyage qui m'a appris la valeur du courage, du sacrifice et de la foi. Quelques semaines plus tard, je suis rentré chez moi, aux curiosités d'Harold. Le magasin avait désormais un aspect différent, non seulement parce que j'avais nettoyé les vitrines et poli les étagères, mais aussi parce que je le voyais sous un nouveau jour. Ce n'était pas inutile. C'était plein d'histoires, de souvenirs et de leçons qui attendaient d'être partagées. Chaque objet portait un morceau d'histoire, un fragment d'émerveillement qui reliait les gens à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. J'ai rouvert la boutique en la renommant Harold's Legacy. Les mots se sont rapidement répandus parmi les habitants et les touristes, attirés non seulement par les trésors uniques. À l'intérieur, mais aussi par les contes que je leur racontais, les enfants se rassemblaient avec impatience lors des séances du conte, les yeux écarquillés tandis que je racontais les aventures inspirées du journal de l'oncle Henri. Les adultes s'attardaient autour d'un café, s'émerveillant devant les faits artistiques et posant des questions sur la pièce cachée derrière le bureau, que je gardais verrouillé, préservant ses secrets pour un autre jour. Un après-midi, alors que je dépoussiérais un vieux globe dans un coin, j'ai remarqué quelque chose caché en dessous, une petite enveloppe portant mon nom de la main inimitable de l'oncle Henri. Mon cœur manqua un battement alors que je l'ouvrais avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec ces mots. Camille, si vous lisez ceci, alors vous avez prouvé que vous êtes digne du plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, la capacité de choisir judicieusement. Vous avez honoré non seulement mon héritage, mais le vôtre. N'oubliez pas que la vie est remplie de mystères, et parfois les meilleures réponses sont celles que nous trouvons en nous-mêmes. Soyez fiers de qui vous êtes devenus et n'arrêtez jamais d'explorer. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je pliais la lettre et la glissais dans ma poche. Pendant si longtemps, j'ai douté d'être à la hauteur des attentes de l'oncle Henri. Mais maintenant j'ai compris.
Il ne s'attendait pas à la perfection, il avait simplement cru en moi. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, je suis sorti et j'ai regardé les étoiles. Quelque part là-bas, le cœur de l'éternité reposait en toute sécurité, son pouvoir contenu, mais son essence vivante dans les leçons qu'il m'avait enseignées. J'ai souri doucement, ressentant un profond sentiment de paix. La vie a avancé, et moi aussi. J'ai renoué avec de vieux amis, poursuivi des passe-temps que j'avais négligés et j'ai même commencé à écrire un livre sur mes aventures. Même si j'ai omis certains détails, laissant les lecteurs décider où finissait la réalité et où commençait la fiction, la boutique a prospéré, devenant un incontournable de la communauté. J'ai trouvé la joie de partager la passion d'oncle Henri pour la narration et la découverte. Un an après la réouverture, j'ai organisé un événement spécial pour célébrer l'anniversaire de la boutique. Les voisins remplissaient l'espace, riant et discutant tout en parcourant les étagères. Alors que je me tenais derrière le comptoir, observant la foule, j'ai aperçu une silhouette familière qui s'attardait près de la porte. Au début, je pensais que c'était mon imagination jusqu'à ce qu'il lève son chapeau et me fasse un clin d'œil avant de disparaître dans la nuit. Oncle Henri, ou peut-être juste le souvenir de lui, veillant sur moi avec fierté, quoi que ce soit, cela me remplissait de chaleur. Je savais alors que j'avais fait exactement ce qu'il espérait. J'avais embrassé le mystère, j'avais confiance en moi et j'avais créé quelque chose de significatif à partir des pièces qu'il avait laissées derrière moi. Et tandis que la cloche au-dessus de la porte sonnait doucement, signalant l'arrivée d'un autre visiteur dans le magasin, j'ai souri. La vie était imprévisible, belle et débordante de possibilités, tout comme les trésors cachés dans les curiosités d'Harold et en moi.